Alors aujourd'hui, on a choisi ce sujet du sommeil, qui pour nous est un sujet crucial, central, enfin, dont on a, voilà, donc qui occupe pas mal de nos conversations de parents, quelles que soient en fait les étapes de nos vies, puisque moi, c'était pour ma dernière que j'ai eu pas mal de difficultés et qui nous ont amené, Marie et moi, à avoir besoin de consulter toutes les deux auprès de différents professionnels, mais pour ce sujet. Et du coup, on s'est vraiment dit qu'il y avait un manque de connaissances un peu globales et de repères sur le sommeil. Et l'idée, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut un peu anticiper, des repères qu'on peut avoir et comprendre en amont, et c'est du temps gagné et de la fatigue en moins, ce qui n'empêche pas après de réajuster. Mais voilà, on sent que c'est un sujet sur lequel il faut se former, voilà, tout comme l'allaitement, tout comme la nutrition, il y a des repères à avoir. Et du coup, on a fait appel à Marion. Alors Marion, c'est amusant parce que je l'ai rencontrée au Congo il y a 4 ans. On avait toutes les deux, donc c'était mon quatrième, on avait des petits bébés, on était en atelier de massage bébé, c'était très sympa. Marion n'était pas encore coach en sommeil et elle était justement en plein dans ses questionnements et voilà, elle nous racontera elle-même. Et depuis, je l'ai retrouvée donc, grâce à Instagram, j'ai vu qu'elle s'était formée et qu'elle repartait en expatriation en Angola. Et du coup, bah, le match était assez évident entre notre mission et la sienne. On s'est dit qu'il y avait beaucoup de synergie à mettre en place. Donc, je vais lui laisser la parole. Elle va partager son écran à elle. Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, donc je suis Marion, maman donc maintenant de 4 enfants, parce que je n'avais que 2 enfants quand j'étais au Congo, en partance pour l'Angola. Et comme expliquait Marion, je me suis formée au sommeil des enfants pendant ma troisième grossesse, après avoir eu des gros soucis de sommeil avec ma deuxième fille. Et j'étais toute seule au Congo. Je ne savais pas vers qui me tourner. Il y avait pas, je ne savais pas où aller, etc. Donc, j'avais finalement été aidée par une sage-femme en France par visio. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, pour certains enfants, dormir, ça va être naturel. Tout va bien se passer. On va réussir à faire dormir son bébé très facilement, très rapidement. Et puis pour d'autres, bah non. Et avoir des repères sur le bon sommeil d'un enfant, sur comment dort un enfant, eh bien, ça permet d'éviter des petites erreurs, des petits faux pas qui vont parfois nous emmener dans une spirale pas très positive, où l'enfant va dormir de moins en moins parce qu'on ne comprend pas son sommeil et tout le monde va être fatigué. Et quand on est fatigué, quand on est en dette de sommeil, eh ben, on va être en colère, on va être beaucoup plus agressif, on va avoir un enfant va avoir des troubles d'apprentissage. Donc être en dette de sommeil, c'est pas vraiment agréable. Et le sommeil, pour moi, c'est comme la bonne terre pour cette graine qui est en train de pousser. C'est quelque chose d'essentiel. Et plus l'enfant est petit, plus il a de choses à apprendre, plus il a à se développer et plus il a besoin de dormir. Donc, on va regarder par exemple les quantités de sommeil de l'enfant. Donc, in utero, l'enfant dort, il sait dormir tout seul. Il dort au moins 20 heures par 24 heures, il dort même plus. C'est là qu'il grandit, qu'il se développe le plus. Puis la première semaine de vie, on le voit à peine. Il dort au moins 20 heures par 24 heures, si ça se passe bien. C'est pas toujours le cas, mais le bébé qui dort bien naturellement va dormir vraiment une énorme quantité d'heures par 24 heures. On est même parfois un peu frustré parce qu'on a envie de le rencontrer. C'est notre premier bébé et puis il fait que dormir alors qu'on aimerait interagir avec lui. Et ces quantités de sommeil vont être très importantes pendant plusieurs années. Donc à 3 mois, il va dormir 18 heures par 24 heures. Vers 4 mois, il passe à 16 heures. Vous voyez que ça diminue très lentement. À 18 mois, il dort encore 15 heures. À 3 ans, il a toujours besoin de dormir au minimum 12 heures. Même ses besoins de sommeil peuvent réaugmenter parce qu'à 3 ans, il va aller à la maternelle. Donc, il va avoir de nouveaux apprentissages, il va avoir un rythme de vie beaucoup plus fatigant, se lever le matin, il n'est pas comme à la crèche ou chez la nounou où il peut se reposer quand il en a besoin. Donc, il va parfois refaire une sieste si la sieste avait été un peu diminuée. Et donc voilà, donc à 3 ans, il continue à beaucoup dormir et il dort de 12 à 14 heures au-delà de 3 ans parce que finalement, en fait, même nous, adultes, aujourd'hui, on a un rythme de vie où on dort certainement moins que ce dont on en a besoin et on a certainement encore besoin de faire des siestes. Et donc, dormir, c'est quand même la clé d'une bonne humeur, de bons apprentissages, d'un bon développement, d'un enfant souriant. Et aider son enfant à bien dormir, et ben, c'est lui offrir un cadeau pour le restant de sa vie. Et
comme on a des rythmes de vie qui sont parfois effrénés, on n'arrive pas à trouver le rythme de l'enfant. Donc pendant cette présentation, je vais vous donner le rythme moyen d'un enfant qui dort bien. Et vous allez comme ça avoir des repères, savoir si vous êtes loin de ces rythmes, proche de ces rythmes. Si vous êtes vraiment loin de ces rythmes, c'est qu'il y a un problème, qu'il va falloir réajuster. Si vous êtes proche de ces rythmes, ben, c'est que je vous ai donné des moyennes. Donc votre enfant, il va peut-être dormir un peu plus, un peu moins. Mais voilà, on n'est pas très loin, donc c'est pas mal. Et respecter ces rythmes va vous aider à trouver le rythme exact de votre enfant. En fait, on va avoir un rythme et si on va essayer de se rapprocher de ce rythme pour trouver le rythme de son enfant. Alors, donc dormir, c'est vraiment quelque chose qui permet de s'épanouir et de grandir, mais on ne va pas y aller franco, on va y aller étape par étape. Parce que l'enfant n'est pas capable d'avoir les mêmes objectifs de sommeil en fonction de son âge. Et prendre ces bonnes habitudes de sommeil aussi, ça va se faire même avant la naissance. Parce que si on est un adulte, un parent qui déjà a un sommeil perturbé, donc une fois j'ai eu une cliente en consultation qui avait vraiment un sommeil très perturbé, qui était insomniaque, qui avait des gros troubles de sommeil, et son enfant, c'était un gros dormeur, son petit bébé, mais il dormait 8 heures d'affilée dès ses 1 mois, mais pas du tout au bon moment. Donc par exemple de 14 heures à 22 heures. Puis le lendemain, il allait dormir de midi à minuit. Enfin voilà, c'était complètement désorganisé, même il avait réussi à avoir des grandes plages de sommeil. Donc travailler en amont, avant la naissance, sur son sommeil à soi, si on sait que on a des troubles de sommeil soi-même, eh ben, reprendre des saines habitudes de sommeil pour soi, ça va nous aider à donner des saines habitudes à notre enfant. Puisque finalement, c'est nous qui donnons les habitudes à l'enfant de sommeil. Et l'enfant, il adopte les habitudes qu'on lui donne. Alors, quels objectifs on peut avoir en fonction de l'âge de son enfant? Donc, vers 1 mois, le cerveau de l'enfant est capable de faire la différence entre le jour et la nuit. Quand je dis 1 mois, c'est 1 mois pour d'âge corrigé. Donc, si l'enfant est prématuré, il va falloir corriger, il va falloir vraiment prendre en compte son âge corrigé, puisque dans son cerveau, tout n'est pas encore développé. S'il est né à 7 mois, à 8 mois, il n'est pas encore prêt pour faire forcément la différence le jour et la nuit. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas, il peut l'être, mais il ne l'est pas forcément. En tout cas, l'attente va être, on va lui laisser le temps de atteindre les 10 mois post-conception pour vraiment être, là, s'il y a 10 mois post-conception et ne sait pas faire le jour et la nuit, c'est qu'il y a un problème. Avant, on lui laisse le temps. Et on va voir aussi les fenêtres d'éveil. Donc, un enfant d'1 mois, il va pouvoir rester éveillé 45 minutes à 1 heure au plus. Donc, dès qu'il a passé 45 minutes à 1 heure éveillé, on va essayer de le recoucher, lui donner l'opportunité de se rendormir. Et si au bout d'1 mois, il ne sait pas faire la différence entre le jour et la nuit, bah, pareil, on va insister un peu pour lui donner vraiment ce repère. Et par contre, même si dans son cerveau, c'est pas prêt tout de suite, on peut, dès sa naissance, lui montrer la différence pour qu'à 1 mois, il sache vraiment faire la différence. Donc, on va, par exemple, se mettre en mode nuit toutes les nuits. On ne va pas allumer la lumière, on va faire des minimums d'interaction. La nuit, si c'est un bébé allaité, etc., on va dire ben, la couche, sauf s'il y a un méga dégât, sauf si gros dégâts, on ne va pas forcément changer la couche. Minimum, on va rester dans le noir, on va vraiment avoir peu d'interaction pour lui faire comprendre ça, c'est la nuit. Alors que la journée, on va pouvoir aller se balader, on va pouvoir le faire dormir en poussette ou des choses comme ça, pour vraiment qu'il différencie les deux. Et à 1 mois, il saura faire la différence. Ensuite, la théorie dit, entre 5 kilos et 8 semaines, l'enfant va pouvoir faire ses nuits. Qu'est-ce que ça veut dire faire ses nuits? C'est dormir au moins 5 heures d'affilée. Alors là, il y en a qui à 8 semaines vont pouvoir dormir beaucoup plus, mais voilà, ça va être un peu au choix de chaque parent, parce que pour certains parents, c'est pas dérangeant de se réveiller 1 fois par nuit, pour d'autres parents, c'est dérangeant, mais en tout cas, on peut avoir au moins cette attente que vers 8 semaines, quand le bébé fait au moins 5 kilos, il peut dormir 5-6 heures d'affilée à minima. Ils peuvent, voilà, à minima, parce qu'il y en a qui, à 8 semaines, dorment déjà 12 heures sans problème. Mais après, c'est chaque parent en fonction de comment se passe l'allaitement, est-ce que je continue à avoir des réveils nutritifs, etc. Ensuite, les siestes, le sommeil diurne. Donc, le sommeil diurne, on va voir après que c'est très important parce que si la journée se passe mal, la nuit risque de mal se passer.
Donc, le sommeil diurne est très important. Cela dit, avant 6 mois, dans le cerveau de l'enfant, tout n'est pas prêt pour avoir un rythme de sieste hyper régulier, quotidien, comme l'ont les enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, on va avoir des objectifs, on va avoir voilà, on va lui donner un rythme, on essaie, mais il y aura, aujourd'hui, ça va pas marcher, demain, ça va marcher, après-demain, ça va pas marcher. Donc, on va avoir un idéal vers lequel on va essayer de tendre, mais sans forcément avoir du résultat tout de suite. Et si à 6 mois, l'enfant n'est pas encore rythmé, là, on va se dire, bon, vraiment, là, il faut que j'y aille un peu plus pour lui donner un bon rythme. Mais avant, voilà, c'est un idéal vers lequel on va tendre sans forcément avoir le résultat tout de suite. Et entre 4 et 6 mois, donc il va rester éveillé 1h30 à 2h30 maximum. Donc au bout d'1 heure et demie, on peut lui proposer de se coucher quand il a 4 mois. Donc pourquoi 1 heure et demie? Là, vous allez voir, 1 heure et demie, c'est duré. J'ai dit celui de 1 mois, il dort environ 45 minutes. En fait, c'est des cycles. Parce que durant les 6 premiers mois de vie, l'enfant a des cycles de 45 minutes en moyenne. Donc pour certains, ce sera 30, 40, pour d'autres, ce sera 50, 1 heure, 50 minutes, 1 heure. Et donc ces cycles, c'est une alternance de sommeil agité pendant lequel l'enfant peut pleurer. Donc, même la nuit, même quand il s'endort, il peut pleurer en s'endormant. Donc, c'est du sommeil agité. Ce sommeil agité dure 25 minutes en moyenne. Toujours, ce sont des moyennes. Et ce sommeil agité est suivi d'un sommeil profond d'une vingtaine de minutes. Donc, si on doit déplacer le bébé, on va plutôt le déplacer en sommeil profond qu'en sommeil agité, parce que le sommeil agité est un sommeil qui est plutôt léger. Donc, l'enfant va être réveillable facilement. Et pendant ce sommeil agité, l'enfant peut pleurer. Donc, si on va le voir, on va le déranger, on va l'habituer à faire des mini-dodos et on va l'empêcher de se rendormir. Parce que par contre, à chaque fois dans son sommeil, surtout entre chaque cycle, entre chaque phase de sommeil, l'enfant a des micro-réveils. Nous aussi, adultes, on a des micro-réveils. Et si on vient perturber l'enfant pendant ce micro-réveil, ou si l'enfant se rend compte qu'il a été déplacé pendant ce micro-réveil, il va avoir du mal à enchaîner sur le cycle ou la phase de sommeil suivante. Et après, du coup, il se réveille et il n'arrive pas à se rendormir. Et c'est là qu'on arrive sur des micro-dodos. Et donc, parfois, on voit des bébés qui sont des bébés de 40 minutes parce qu'ils font juste un cycle et ils n'arrivent pas à enchaîner sur le cycle suivant. Voilà. Donc, ça, c'était jusqu'à 6 mois. Il y a une espèce de transition vers 6 mois, puisque là, à 6 mois, il peut commencer à avoir des rythmes de sommeil plus réguliers. Et surtout, à partir de 8 mois, son sommeil va commencer à ressembler davantage à celui de l'adulte. Il s'endort. Les phases de sommeil ressemblent davantage aussi au sommeil de l'adulte. Les cycles sont plus longs. Donc, les siestes vont être plus allongées. Ça va être plus simple d'avoir des siestes allongées. Par contre, à 8 mois, vient l'angoisse de séparation de l'enfant. Et du coup, si on lui rend visite, eh bien, à chaque fois, il y a une séparation. Donc, c'est là l'enfant va crier encore plus fort et parfois être encore plus énervé quand on lui rend visite, quand il n'arrive pas à se rendormir. Donc, on ne va pas forcément réagir de la même manière sur un enfant qui a moins de 6 mois, plus de 8 mois. Face à cette angoisse, parce que si à chaque fois que je rends visite, mon enfant est encore angoissé parce que il a cette angoisse du nouveau-né, de l'enfant de 8 mois, eh bien, il va s'énerver encore plus, il va encore moins réussir à s'endormir. Vers 18 mois, l'enfant n'a plus qu'une sieste par jour. On peut commencer à le mettre dans un lit sans barreaux. Et cette sieste de l'après-midi, elle va durer le plus longtemps possible. Elle raccourcit petit à petit. Vers 18 mois, elle peut durer 3 heures. Elle va vers 4-5 ans, elle peut durer que 45 minutes. À l'âge adulte, que 20 minutes. Mais voilà, si on peut la garder le plus longtemps possible, eh ben, c'est toujours une chance en plus. Et vraiment, toujours, même si l'enfant il a 4 ans, lui proposer un temps calme, lui donner l'opportunité de s'endormir. Donc le temps calme, vraiment le mettre dans des conditions où il a le droit de faire certaines choses, mais on va faire en sorte qu'il ait aussi l'opportunité de s'endormir s'il peut s'endormir. Donc s'il est devant la télé, par exemple, ça va être plus compliqué de s'endormir que s'il est en train de lire un livre dans son lit avec une lumière assez douce. Voilà. Donc on va mettre une condition favorable à l'endormissement. Maintenant, comment va s'organiser la journée? Parce qu'on a vu que le sommeil de la nuit dépendait du sommeil du jour. Alors là, je vous donne ici un rythme de journée de l'enfant de 6 mois parfait.
celui qui dort trop bien. Donc, c'est un idéal. C'est pas celui que vous allez avoir. Alors, peut-être qu'il va le faire super bien aujourd'hui, peut-être que demain, ça va être raté. Voilà. Donc, c'est un idéal qu'on cherche à atteindre. Et puis, c'est l'idée, c'est le bébé moyen parfait. Donc, votre enfant, si vous voyez qu'il y a des troubles du sommeil, vous allez prendre cet idéal et puis vous allez, ah, bah tiens, 8h30, il est censé faire une sieste le matin. Et ben, à partir de 8h20, je vais commencer à le regarder pour voir s'il y a des signes de fatigue qui arrivent. Et si et en fait, peut-être que mon enfant, finalement, sa sieste, elle doit être à 8h20 ou alors à 8h45. Et tous les jours, finalement, je vais le coucher à 8h45. Mais il va commencer à avoir ce rythme-là. Mais donc, à regarder sa montre, ça va permettre de trouver un repère au moment où il faut observer son enfant. Donc, parce que c'est en l'observant qu'on trouve le rythme de son enfant. Euh, Aussi, les enfants, ils détestent les surprises. Donc, ils ont besoin de sécurité. Et avoir un rythme régulier quotidiennement avec des rituels, ça lui permet de ne pas avoir de surprises. Donc, si il sait que le matin à 7h, il se réveille, il y a le petit déjeuner, tout le monde est en famille au petit déjeuner, on dépose par exemple les grands à l'école, et juste après avoir déposé les grands, hop, ça va être mon moment à moi, on va me mettre en turbulette, on va me coucher. Eh bien, je sais ce qui arrive après, ça me met en sécurité et je serai déjà dans un mood plus favorable à l'endormissement que si ah bah tiens aujourd'hui enfin si on change à chaque fois le rythme, si on le couche pas de la même manière, voilà, ça va pas forcément ça va être plus facile pour lui d'être sécurisé si quotidiennement les jours se ressemblent, surtout pendant la période d'apprentissage. Parce que quand l'enfant a des troubles de sommeil, on va essayer vraiment de coller à ce rythme moyen. Mais dès que l'enfant sait bien dormir, ben, on n'est plus obligé d'être aussi militaire, on peut mettre de la souplesse. Et puis dès qu'on voit que l'enfant repart dans une mauvaise direction, hop, on redresse un peu les boulons, on resserre un peu les boulons, et puis hop, donc à chaque fois c'est un peu un yo-yo entre je suis assez strict, et puis là tu dors bien, c'est bien, tout est bien réglé, on peut être un peu plus souple. Et puis un jour il est malade, il dort très mal pendant 3 nuits, et là au bout de 3 nuits il est guéri, mais il dort toujours mal. Bah non, là c'est qu'il y a un problème. Il dormait super bien avant, il doit redormir super bien. Donc là, hop, on resserre un peu les boulons et on reprend le rythme. Ce rythme que je vous ai affiché là respecte la physiologie de l'enfant, c'est-à-dire la sécrétion d'hormones. Parce que l'enfant, pour s'endormir le soir, il est aidé par la mélatonine qui est sécrétée à la tombée de la nuit. Euh, et ça va vraiment l'aider à s'endormir. Donc c'est pour ça que c'est couché vers 19h. Et par contre, le matin, vers 4-5 heures du matin, il y a la sécrétion de cortisol qui est l'hormone du réveil. Et donc, il va s'animer, être réveillé. Et à 7 heures, il va être naturellement réveillé, puis il y a la lumière du jour. Maintenant, ce rythme-là, il faut l'adapter au pays où vous vivez, à votre rythme à vous. Si toute la famille se réveille à 6 heures, eh ben, on va tout décaler d'une heure. Si toute la famille se réveille à 9 heures, on va tout décaler dans l'autre sens. Ce rythme respecte aussi les fenêtres d'éveil en fonction des âges. Donc là, j'ai mis le bébé de 6 mois. Euh, Bien entendu, les siestes, elles vont réduire. Il y aura moins de siestes pour le 10 mois, mais ce sera toujours à peu près les mêmes horaires de repas, de début de sieste. Et vous allez à chaque fois regarder, est-ce que mon enfant est vraiment éloigné de cette moyenne? Est-ce qu'il ne l'est pas? Et puis on adapte au foyer, on adapte, on regarde aussi, on regarde ces horaires-là pour voir à quel moment je dois faire attention à mon enfant. Je suis en train de cuisiner, etc. Ah oui, mais là, je sais qu'en théorie, il devrait commencer à s'endormir. Ben, je vais m'arrêter de cuisiner peut-être 10 minutes pour le regarder, pour ne pas louper sa fenêtre de sommeil et aller le coucher au bon moment pour que ce soit plus facile. Et il vaut mieux être en avance qu'en retard. Parce que si on est en retard, l'enfant est trop fatigué. Parce que voilà, le cortisol, vous avez certainement entendu, c'est l'hormone qu'on appelle l'hormone du stress. Donc c'est l'hormone du réveil, c'est normal, on en a tous. Mais si on a en trop grande quantité de manière chronique, là, on commence à être stressé. Et le seul moyen dans la journée de diminuer le taux de cortisol, c'est de faire la sieste. Comme ça, on se recalme, on s'apaise, le cortisol rediminue. Et si on ne fait pas la sieste, et ben à la fin de la journée, le bébé, il a un taux de cortisol au taquet et là, il est énervé, il va pleurer, pleurer, pleurer et il va avoir du mal à se coucher pour le soir. Surtout que le cortisol bloque la sécrétion de la mélatonine. D'où on a besoin des petites siestes
pour être plus apaisé le soir. Donc, on adapte ce rythme et les fenêtres, voilà, donc les fenêtres d'éveil respectent à peu près le rythme de l'enfant. Donc, 1 heure et demie d'éveil pour l'enfant de 6 mois le matin. La sieste du matin, elle arrive très, très vite. Pour un bébé plus jeune, elle arrivera encore plus tôt que 8h30. On déjeune assez tôt et vers midi, on peut recoucher l'enfant. Ensuite, il va goûter vers 15h et vers 16h30, on va avoir une petite sieste de l'après-midi, le power nap qui dure 45 minutes à 1h30, qui permet vraiment de lâcher la pression pour être prêt pour le coucher du soir. Ce petit power nap, il dure pas longtemps. À 8 mois, l'enfant, il a 8-9 mois, il cesse de le faire. Donc, on va pas investir trop d'énergie dans rythmer cette sieste. On va la faire facilement en poussette, en porte-bébé, trouver un moyen d'endormir rapidement l'enfant juste qu'il s'apaise pour la suite de la soirée, le bain, le dîner et aller se coucher. Donc, comme le soir vers 19h, on est aidé par la mélatonine, on va d'abord travailler sur le coucher du soir. Et puis après, on va regarder quelle sieste est plus facile à travailler. Généralement, c'est la sieste du matin parce que l'enfant est plus reposé, moins énervé. Mais celle qui va durer le plus longtemps, c'est celle de l'après-midi. Donc parfois, on va préférer travailler sur la sieste de l'après-midi que la sieste du matin, puisque c'est un investissement qui est à plus long terme. Puisque la sieste du matin, elle dure jusqu'à 1 an et demi en moyenne. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment à vous de voir quelles sont les siestes sur lesquelles vous voulez insister. Si on fait des siestes en mouvement, eh ben, c'est très bien. On va d'abord donner à l'enfant l'habitude de dormir sur des créneaux horaires, que ce soit en poussette, en porte-bébé, et après, on l'aide à dormir dans son lit. Donc, pour aider son enfant à avoir ce rythme, il va falloir l'accompagner, l'observer, comme je disais tout à l'heure, on va l'observer, voir quels sont ses signes de fatigue, quand est-ce qu'il nous dit qu'il a besoin d'aller dormir. Et donc, on l'accompagne en respectant son rythme, puisque son cerveau n'est pas n'est pas toujours mature pour tous les objectifs. Donc, on va vraiment s'adapter à l'âge de notre enfant. On va lui donner les opportunités. On va lui donner l'opportunité de s'endormir seul, parce que parfois, quand il pleure, surtout sur l'enfant de 8 mois qui est en proie aux angoisses du nourrisson, de l'enfant, pardon, de séparation, désolé, aux angoisses de séparation. Si je viens lui rendre visite à chaque fois, je ne vais pas lui donner l'opportunité de se rendormir. Donc, parfois, il faut vraiment lui laisser un peu de temps tout seul pour lui donner une opportunité de se rendormir. On va respecter son rythme. Donc, respecter son rythme, ça veut dire, effectivement, si c'est l'heure de sa sieste, mais en fait, j'ai besoin de faire les courses, d'accompagner machin, d'aller chercher le grand à l'école, etc. Et parfois, on n'arrive pas du tout à respecter son rythme. Donc, l'enfant, il peut pas dormir, il n'a pas l'opportunité de dormir. Et derrière, ça découle des nuits compliquées, etc. Donc, il faut trouver des moyens de s'organiser pour respecter son rythme. On va essayer de le coucher au bon moment. Donc, en observant ses signes de fatigue, on essaie d'être en avance. Et puis, pour certains enfants, il y a certains enfants qu'on va endormir nous-mêmes et alors que l'enfant, il sait dormir seul. À la base, dans le ventre, il dort tout seul. Et souvent, on dit, mais je l'endors. Alors qu'il faudrait il est capable de s'endormir tout seul. Et cet enfant qu'on va endormir, parfois, il est dépendant des conditions d'endormissement. Et quand il a un micro-réveil, oh, bah mince, je suis plus dans les bras de maman, je suis plus au sein. Et du coup, j'arrive pas à me rendormir parce que je suis dépendante des conditions de mon premier endormissement. Donc, sur ces enfants-là, c'est pas le cas de tous les enfants, il va falloir l'aider à ne plus être dépendant de cette condition d'endormissement. Donc, on a vu aussi que le bébé pouvait s'endormir en sommeil agité. Donc, on va essayer de comprendre les pleurs de son bébé, les pleurs de son enfant. Parce que parfois, quand il pleure, c'est juste qu'il pleure pour s'endormir. Parfois, il pleure parce qu'il a faim, il a soif, mais parfois, il pleure pour décharger ses émotions et il a besoin de ça avant de s'endormir. Donc ça, on va le voir juste après. Et pour préparer l'enfant au vol de nuit, il faut lui donner de l'attention la journée. Donc là, le moment où on s'occupe de la nuit, c'est la journée. On s'occupe de son enfant, de le sécuriser la journée, de lui donner du temps la journée. Et ça vaut surtout pour les plus grands. Parce que c'est assez explicite qu'ils nous demandent du temps, ils nous demandent de l'attention, ils nous demandent de raconter leur journée. Et bien là, il faut vraiment leur octroyer un moment dans la journée
c'est maintenant que tu vas me raconter ta journée à l'école, c'est maintenant que tu me racontes tes problèmes, c'est pas le soir à 21h quand ça fait la quatrième visite et qu'on commence à être énervé. Donc, on doit lui donner la sécurité dont il a besoin la journée pour qu'il puisse être capable de dormir correctement la nuit. On va aussi accueillir ses émotions, donc ça va être dans le travail sur les pleurs. Et tout ça, ça permet de renforcer le lien d'attachement avec son bébé, de créer un nouveau lien avec son bébé. Je vais renforcer un petit peu ça dans la slide suivante. Alors, comment on renforce le lien d'attachement? Déjà, je vais vous poser une question. Comment vous sentez-vous après avoir pleuré? Généralement, quand je pose cette question en consultation, on me répond soulagé. Alors, j'espère que c'est votre cas. Je pose une deuxième question. Que ressentez-vous lorsque vous êtes triste, en colère, enfin, quelque chose qui vous donne envie de pleurer? Et là, vous allez vers votre conjoint, vous lui demandez du soutien et il vous dit non, mais arrête de pleurer. Et voilà, non, c'est pas vraiment la bonne réponse qu'il a apportée. La bonne réponse, c'est pas mais ça va aller mieux ni rien, c'est juste prends-moi dans tes bras et laisse-moi pleurer tant que j'en ai besoin. Pour votre enfant, c'est pareil. Parce que pleurer, c'est son moyen principal de communication pour le bébé. Pour l'enfant, c'est encore un moyen de communication important. Et ça l'est toujours pour l'adulte qui a du mal à mettre des mots sur ses émotions. Donc, imaginez pour un enfant qui parle plus ou moins bien, même à 4 ans. Et donc, écouter son enfant pleurer, accueillir ses pleurs. Alors, pas le pleur de il a faim, il a froid ou sa couche est pleine. Voilà, on a vérifié que ces besoins-là étaient assouvis. Maintenant, il est encore en train de pleurer, ben, c'est juste parce que il a besoin de décharger, il a besoin de sortir ses émotions, il a besoin de dire j'ai eu peur du chien qui a aboyé quand on a fait une balade en poussette, je suis stressée parce que aujourd'hui, maman, j'ai vu que tu allais moins bien, j'ai ressenti ça et j'ai besoin de le décharger, ou on a vu trop de monde, c'était Noël, il y avait plein de monde, et là, je pleure, j'ai besoin de pleurer. Et alors là, pour moi, la meilleure position à adopter, c'est de prendre son enfant dans les bras et de l'écouter pleurer, d'accueillir son émotion jusqu'à ce que il ait réussi à se calmer par lui-même, donc que tout soit sorti. C'est pas évident à faire. Donc ça, il faut le faire si on est prêt à l'écouter. Si on n'est pas prêt à l'écouter, on attend une autre fois, on le fait une autre fois. Mais voilà. Et écouter son enfant pleurer comme ça va permettre de créer un lien avec son enfant. On va mieux discerner les différents pleurs. On va mieux voir quel est le pleur de faim, quel est le pleur de je suis fatiguée, quel est le pleur de laisse-moi dormir. Parfois, quand il pleure, il dit seulement mais maman, laisse-moi m'endormir tout seul, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de réussir à dormir tout seul, laisse-moi tranquille pour dormir. Ça peut être ça qui vous dit. Et donc, on va voilà, vraiment faire ça la journée. On peut le faire dès le matin. Et comme ça, on recharge son enfant en sécurité. C'est vraiment une communication qu'on a avec son enfant pour le recharger en sécurité, pour le préparer pour le vol de nuit. Voilà. Si l'enfant n'est pas suffisamment en sécurité la journée, et ben la nuit, ça va être compliqué. Il va avoir davantage de réveil. Il va demander notre disponibilité qu'on ne lui a pas forcément offerte la journée. Voilà, voilà. Donc, pour accueillir les émotions de son enfant, il faut être soi-même prêt à le faire. Donc, je vais inciter les mamans et les parents, les papas aussi, à se mettre dans des bonnes dispositions. Donc, par exemple, l'enfant pleure, c'est le moment de se coucher, on sait qu'il a mangé, on sait qu'il a tout allait bien. Eh bien, avant de l'écouter pleurer, je vais aller prendre une douche, me calmer, m'apaiser, et voilà. Pour conclure, puisqu'il me semble qu'on arrive sur la fin de la présentation, donc avoir un sommeil de qualité, c'est un cadeau qu'on offre à son bébé pour le restant de sa vie. Donc vraiment, c'est quelque chose ça va lui permettre d'être bien, d'être épanoui, voilà. Donc c'est vraiment un cadeau que vous pouvez offrir à votre enfant. Les objectifs qu'on doit avoir dépendent de l'âge de l'enfant. Donc il faut vraiment prendre le temps en fonction de l'âge de l'enfant pour avoir des objectifs de sommeil qui sont en adéquation avec ce qu'il est capable de faire. Il faut croire en son enfant, avoir confiance en lui et lui donner l'opportunité de dormir en
respectant son rythme, en, voilà, en lui faisant confiance parce qu'il est capable de dormir tout seul aussi. Et vraiment préparer le vol de nuit en travaillant sur le lien d'attachement la journée, en écoutant l'enfant, en accueillant ses émotions, même si c'est parfois un peu difficile, puisque ces émotions sont pas toujours agréables à accueillir, surtout quand c'est des pleurs assez violents. Et donc là, travailler sur ce lien, sur cette communication avec l'enfant. Voilà, donc quand je vois des parents, je travaille vraiment sur cette dernière phase, comment lier le lien d'attachement avec l'enfant, comment l'écouter, comment se donner du temps pour l'écouter. Et donc, généralement, on se voit pendant une consultation d'1 heure et demie, 1 heure à 1 heure et demie. On voit le problème, on essaie de voir comment on peut réorganiser la journée pour respecter le rythme de l'enfant. Et après, vraiment, j'aide pendant une semaine le parent à avoir, à construire ce lien avec l'enfant dans la journée, en accueillant les émotions de son enfant, en faisant un soutien pour voir les améliorations du sommeil de l'enfant. On va laisser la parole aux différentes questions qu'on a eues. Alors, on en a noté. Comment différencier les pleurs entre les pleurs tu disais le sommeil agité et d'autres types de pleurs. Voilà, donc si tu pouvais revenir sur ce point. Je sais que c'est un sujet qui questionne beaucoup de parents et c'est un autre sujet de webinaire qu'on proposera peut-être, comment décrypter les pleurs de son enfant. Donc ça, c'était la première question. Il y avait une deuxième question qui était liée à est-ce que des micro-réveils, peuvent s'apparenter à des phases de sommeil agité? Donc, peut-être si tu peux aussi reparler un petit peu de ça. Ensuite, on a deux questions qui sont un peu similaires, c'est sur les conditions d'endormissement, l'endormissement autonome. Il y a une question qui nous demande à quel âge, en fait, on doit pouvoir permettre à l'enfant de s'endormir de manière autonome. Et une autre question, c'est comment est-ce que on peut concilier allaitement, tu parlais de l'endormissement au sein, et tout en favorisant l'endormissement autonome de son bébé. Et on a une question sur la transition. Tu as parlé de la transition entre le lit à barreaux et le lit au sol ou le lit ouvert. Comment accompagner au mieux cette transition? On va commencer par ça et je note je prends les autres questions. Ok. Alors, comment différencier les pleurs? Alors, il y en a qui disent que il y a une dame canadienne, je crois, qui a une oreille parfaite et qui dit que les pleurs du bébé qui a faim, c'est toujours le même dans tous les pays du monde. Bon, ça, c'est une théorie. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai pas l'oreille parfaite et en tout cas, je l'ai pas remarqué sur mes 4 enfants particulièrement. Donc pour moi, différencier les pleurs, c'est juste justement en écoutant son enfant et en voyant la réaction qu'il a en fonction de la réponse qu'on lui apporte. Donc s'il a faim et qu'il se remet à téter, s'il a une gêne, s'il a une douleur, généralement les pleurs de douleur, on les différencie quand même un peu. Mais tant qu'on n'a pas écouté son enfant et qu'on l'empêche de pleurer finalement, on risque pas de réussir à les différencier. Mais après, comme pour moi, c'est un dialogue, le pleur de l'enfant, il faut. Voilà, bon, parfois, il pleure parce qu'il a faim, bon, là, il faut le nourrir, c'est clair. Mais parfois, il va continuer à pleurer alors qu'on lui propose le sein, donc c'est pas qu'il a faim, et donc c'est essayer de deviner quel est son problème. Et à ce moment-là, au fur et à mesure qu'on l'aura écouté, on va finir par réussir à différencier les pleurs de son propre bébé. D'accord? Mais où tu laisse-moi regarder tous les gens, on les voit pas là. Il y a un micro, c'est la salle. Écoutez votre micro. Ouais. Et donc voilà, ça c'est vraiment comme quand on discute avec un adulte, finalement, parfois on peut parler avec des mots et puis en fait, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, les mots vont pas être interprétés de la même manière, etc. Donc avec un conjoint, il va falloir décrypter ce que nos conjoints nous disent, même si c'est avec des mots. Donc décrypter les pleurs, c'est juste tisser la relation avec son enfant et on apprend à le connaître au fur et à mesure. Et on apprend à différencier les pleurs de son enfant au fur et à mesure qu'on vit avec lui.
Les micro-réveils, ben, il y en a pendant la phase de sommeil agité, effectivement. Et il y en a aussi pendant les phases de sommeil profond. Il y en a même pour les adultes, il y en a pour tout le monde. Sauf que l'adulte s'en souvient pas et se rendort facilement. Mais un adulte qui est par exemple stressé, vers 5 heures du matin, il a un micro-réveil et là, hop, son petit hamster dans sa tête, il va redémarrer et il va pas réussir à se rendormir à son micro-réveil. Donc, tout le monde en a. C'est juste que le bébé, ben, il va falloir l'aider à se rendormir après son micro-réveil seul. Donc, pour ça, il y en a qui arrivent très bien naturellement, il n'y a pas de problème, mais il y en a qui sont dépendants des conditions d'endormissement, comme on a dit. Donc, il y a la question suivante, les conditions d'endormissement autonomes. Donc, ce bébé qui va être dépendant, par exemple, il s'endort au sein, au bout de 40 minutes, il se réveille. Si je leur fais téter, il se rendort direct. C'était le cas de ma fille. Donc, toutes les 45 minutes, elle tétait. Et toutes les 45 minutes, elle repartait pour 45 minutes. Donc, ça, c'est un bébé qui est dépendant de ses conditions d'endormissement du premier endormissement. Donc, celui-ci, il va falloir lui apprendre à ne pas s'endormir au sein. D'accord. Mais celui qui s'endort au sein et qui dort 8 heures d'affilée derrière, eh ben, qui s'endorme au sein toute sa vie, enfin, jusqu'à ce qu'on arrête l'allaitement, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est celui qui est dépendant de la condition d'endormissement, où là, eh ben, on va le faire téter, on va utiliser l'apaisement de l'allaitement pour aller le coucher, mais on va essayer de le retirer du sein juste avant qu'il s'endorme, ou lui faire un petit bisou juste avant qu'il s'endorme, quelque chose comme ça, pour essayer de vraiment, petit à petit, décorréler l'endormissement du sein. Mais s'il n'est pas. L'enfant qui s'endort avec une tétine et qui réclame pas sa tétine 15 fois dans la nuit, il n'y a pas de problème. Bah, il dort avec la tétine et voilà. L'enfant qui s'endort avec une tétine et qui appelle son parent 10 fois pour ramasser la tétine, bon, bah là, on va lui demander d'apprendre à dormir sans la tétine. Donc, c'est vraiment en fonction du problème. Et donc, l'allaitement, bah, utiliser le sein comme un apaisement pour s'endormir, au contraire, c'est un plus, enfin, c'est une aide. Il faut juste que l'enfant ne soit pas dépendant. Et donc là, forcément, par contre, quand on lui apprend à s'endormir sans le sein, bah, on lui change son habitude, il va protester et ce sera avec des pleurs. Il y aura forcément des pleurs à un moment. Là, c'est comme si vous aviez un lit confortable, tout bien, tout chaud, vous l'aimez bien, et puis on dit, ah, finalement, tu vas aller dormir dans un autre lit, dans une autre chambre que vous aimez moins bien. Bah, vous allez peut-être un peu protester, voilà, vous n'allez pas être d'accord au début. Bon, bah, l'enfant, il était content de s'endormir au sein et il va protester parce qu'on va lui apprendre une autre manière de s'endormir. La transition dans le lit sans barreaux, alors moi j'aime bien le faire assez jeune, donc plutôt avant 2 ans, quand l'enfant il est assez grand pour comprendre les consignes, pour se diriger dans la maison sans tomber dans les escaliers, sans tomber du lit, etc. Enfin, du lit, enfin, c'est un lit au sol, donc il ne faut pas que ce soit un lit trop élevé, ou trop haut. Mais dès que l'enfant est capable de bouger, de se déplacer dans la maison en sécurité, on peut commencer à lui proposer un lit au sol ou sans barreaux et pas attendre trop tard parce que quand il a un peu plus de 2 ans, il a davantage conscience de sa nouvelle liberté et il va vouloir en profiter et du coup, il va se relever. Alors que qui a un peu moins de 2 ans, il va avoir moins conscience de sa liberté, il va rester dans son lit plus facilement et il va davantage coopérer. Donc, je préfère être dès que l'enfant est capable de se déplacer en sécurité dans la maison. Après, il y en a qui font du lit au sol très tôt. Bah, pourquoi pas, mais bon, c'est parfois aussi se compliquer un peu la vie parce que c'est du coup mettre des barrières partout et peut-être se mettre un stress en plus. Voilà. Mais c'est au choix de chacun, encore une fois. Enfin, chacun son, son challenge. Voilà. Merci Marion. Il y en a une question d'Anélie qui dit que son fils de 14 mois pleure systématiquement quand elle le couche dans son lit à barreaux. Donc elle demande si c'est lié à l'angoisse de séparation ou si c'est le blocage avec les lits à barreaux. Et j'imagine que c'est peut-être depuis la naissance ou si c'est juste récemment. Je ne sais pas si peut-être Anélie peut préciser. Ah ouais, merci beaucoup. En fait, ouais, en fait, il s'endort toujours pas seul. Il est habitué au bras. Donc, je l'endors encore au bras. Ouais, donc en fait, il a jamais accepté ses barreaux. Ok. Bah là, donc du coup, c'est un enfant
qui, si ça vous convient plus de l'endormir au bras, parce qu'encore une fois, parfois, le parent est en fait très content de garder cette habitude. Si par contre, c'est une habitude que vous avez envie de changer, eh ben, il va falloir lui donner la nouvelle habitude. Et forcément, il va protester, puisque lui, il préfère dormir au bras. Et forcément, sa manière de protester, ça va être par des pleurs. Et donc là, ça va être par un accompagnement de ses pleurs. Donc à 14 mois, il va pleurer assez fort, ça c'est sûr et certain. Et donc l'accompagnement des pleurs, ben, ça va être par des visites, ça va dépendre, vous, de votre système de valeurs. Donc moi, j'aime bien, il n'y a pas de temps, j'aime pas mettre un chronomètre sur les pleurs, parce que ça peut stresser. Enfin, c'est plutôt stressant, on est là derrière la porte, ah, ça fait 30 secondes qu'il est en train de pleurer, il faut que j'y aille, et que je fasse ma visite de 10 secondes, voilà. Non. Plutôt, ben, moi, j'ai envie de le voir à peu près toutes les 3-4 minutes, ça correspond à j'ai vidé mon lave-vaisselle, donc je vais vider mon lave-vaisselle, et puis après, je reviens le voir, ou alors, moi, ben, en fait, il peut pleurer 40 minutes, ça me dérange pas, et donc, je vais prendre un temps pour moi avec mon mari, et puis je reviendrai le voir dans 40 minutes. Donc voilà, ça dépend du système de valeurs de chaque famille. Et, euh, et on va aller lui rendre visite. 14 mois, il est encore trop petit pour pour vraiment discuter. Enfin, on va discuter avec lui la journée, etc. Mais à partir de 18 mois, il y a une transition où on peut vraiment commencer à lui expliquer ce qu'on met en place. Là, on lui explique, mais il n'y aura pas vraiment de dialogue encore. Donc 14 mois, c'est une période un peu difficile où l'enfant risque de vraiment... je trouve que la période la plus difficile, c'est 12-18 mois, parce que vraiment son moyen principal pour exprimer ses émotions, ça va être des pleurs, et des pleurs qui sont assez difficiles pour les parents à écouter. Donc voilà, là, ça va vraiment être un travail sur soi pour accompagner le pleur de l'enfant et sa protestation sur le fait que, ben, non, moi j'aimais bien que tu m'endormes au bras, j'ai pas du tout envie d'apprendre à dormir tout seul. Pourtant, c'est l'habitude qu'il faut lui donner si pour vous, c'est plus possible de l'endormir au bras. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci beaucoup. Et c'est exactement ça, en fait. Il faut que j'arrive à accompagner les pleurs. Mais comme il crie vraiment hyper fort, je me disais, bon, ça sert à rien que je laisse pleurer et tout. Mais bon, enfin, je suis vraiment dans ça en ce moment. Donc, ouais, merci, c'est utile. Euh, Bon courage, Anneli. Si tu peux Merci. fermer ton micro. Donc, on a merci, on a deux autres petites questions. Donc, il y avait Yolande qui demandait à quel âge c'est plus, on va dire, plus recommandé de laisser le bébé s'endormir au sein. Et on a la question sur les fameux 5, 10, 15. C'est Laura qui demande ce que tu en penses. Ok. Voilà, encore deux petites questions. Et, Alors, ouais, je vais répondre aux deux là. L'âge, en fait, c'est quand vous, ça vous dérange. C'est quand le parent il n'a plus envie de le faire. Il n'y a pas d'âge. Si dès la naissance, vous n'avez pas envie de l'endormir au sein, bah, c'est dès la naissance. Par contre, si jusqu'à ces 1 an, vous avez envie de l'endormir au sein et ça vous fait plaisir de l'endormir au sein et que ça ne gêne pas vos nuits, et ben voilà, on peut continuer jusqu'à. Voilà, enfin, ma fille aînée, elle s'est endormie au sein tout le temps et jusqu'à la fin de l'allaitement, ça m'a jamais causé de problème parce que derrière, elle enchaînait sur 12 heures. Donc voilà, on va s'endormir au sein en 10 minutes et puis derrière, elle dormait 12 heures. Bah, très bien, c'est cool. Si par contre, ma deuxième fille, elle s'endormait au sein jusqu'à ses 6 mois, mais après, elle se réveillait toutes les 45 minutes. Voilà, et bah, c'était plus viable. Donc je voulais plus l'endormir au sein. Donc c'est vraiment en fonction de vous, l'habitude, si elle vous dérange ou si elle vous dérange pas. Mais il n'y a pas d'âge. Et si c'est la naissance, bah, c'est la naissance. Si dès la naissance, vous n'avez pas envie qu'ils s'endorment au sein parce que c'est votre choix, et ben vous faites dès la naissance. Pour moi, le 5, 10, 15, toutes les méthodes se valent. L'important, c'est d'y aller. C'est pas de se dire j'essaye un jour. Parce que si on essaye un jour, ça marche pas. Il faut y aller à fond et le faire jusqu'à ce qu'il y ait des résultats positifs. Et justement, enfin, dans l'accompagnement, souvent, on ne voit pas les effets positifs, on se focalise que sur, bah, en fait, si ça n'a encore pas marché ce soir, etc. Et donc, d'où l'idée d'être accompagné sur une petite période pour voir les effets positifs au fur et à mesure. Mais si on décide de faire du 5-10-15, eh ben, on peut faire du 5-10-15, mais voilà, il faut y croire et aller jusqu'au bout et pas se dire ça va marcher en 24 heures, ça va marcher en quelques jours.
Ça dépend de l'âge de l'enfant aussi. Il y a des âges où ça prend plus de temps que... Enfin, quand ils sont petits, ça prend quelques jours. Quand ils sont un peu plus grands, ça prend plus de jours. Il y a une question longue après. Je n'ai pas eu le temps de la lire. En fait, c'est Graziella qui demande, elle dit que son enfant de 3 mois dort plutôt bien la nuit, assez longtemps, mais c'est plutôt ses temps de sieste qui sont assez limités, enfin, plus courts, et du coup, elle dit que c'est pas forcément pratique pour les parents, et elle demande si on peut faire en sorte de rallonger un peu les temps de sieste, mais si elle se demande si ça va pas dérégler le sommeil de nuit. Ok. Alors, 3 mois, c'est complètement normal que les siestes soient chaotiques, hein. Donc, les siestes, elles sont stables. Si à 6 mois, elles ne sont pas stables, on commence à se dire, mince, il y a un problème. Les 3-4 mois, c'est normal que les siestes soient courtes. Et donc, enfin, c'est possible qu'elles soient longues, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, c'est là, à chaque fois, on va essayer. Donc, quand l'enfant se réveille, on va avoir plusieurs stratégies. Il va falloir, dans un premier temps, lui apprendre à prolonger sa sieste. Donc, soit on sait que j'arrive avec mon sein et mon sein va le rendormir tout de suite. Donc là, c'est intervention immédiate. Je l'entends qu'il se réveille. Hop, je viens tout de suite avec mon sein le rendormir pour qu'il prolonge sa sieste. Comme ça, je l'habitue à dormir sur un créneau de sieste plus long. Mais ça, il y a une dépendance, d'accord? Donc, ça veut dire que j'interviens. Donc, il va y avoir 2 challenges. Ce challenge-là de je peux intervenir pour l'habituer à rallonger sa sieste. Mais le deuxième challenge, c'est qu'il rallonge sa sieste tout seul. Donc, pour qu'il rallonge sa sieste tout seul, ça veut dire lui donner de l'opportunité de rallonger tout seul. Et là, ça va être lui laisser du temps dans son lit. Le problème, c'est qu'à 3 mois, on a vu que les cycles duraient 45 minutes. Donc, 45 minutes, il a fait son premier cycle. Il se réveille, parce qu'il a eu son micro-réveil, il n'a pas réussi à enchaîner. Il va peut-être falloir attendre 45 minutes qu'un nouveau cycle arrive avec une nouvelle condition, une nouvelle, que son organisme soit en phase d'endormissement. Donc, il va peut-être pleurer 45 minutes avant de pouvoir se rendormir pour la suite. Quoi qu'il arrive, on va rester en mode sieste, c'est-à-dire on va essayer de rester dans une condition où l'enfant peut se rendormir. Donc, par exemple, il a dormi 45 minutes, il se réveille. Non, je ne vais pas le mettre devant un jouet, je vais pas faire un temps d'éveil derrière parce que je sais que la sieste, elle doit durer encore. Donc, je vais par exemple le mettre dans sa nacelle de poussette et aller faire un tour en poussette pour lui faire comprendre que non, c'est encore le temps de dormir. Et je te mets dans une condition où tu pourrais te rendormir facilement. Donc peut-être que ça va nécessiter 45 minutes d'attente pour qu'il se rendorme, mais il va être dans la poussette et au moins il va être dans un endroit favorable, propice à l'endormissement. D'accord? Donc ça, et c'est difficile et ça demande vraiment de la persévérance, cette période-là, jusqu'à 6 mois, enfin c'est en moyenne, hein, jusqu'à 6 mois, où l'enfant a besoin de temps pour réussir à rallonger ses siestes et avoir ce rythme de sieste plus régulier. Et si on a réussi à le faire la nuit, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas la journée. Que la nuit, j'ai réussi, en fait, j'arrive à voir quand il commence à se réveiller. Et donc, je vais à côté de lui. Je pense que nous, ça marche, la petite tapote sur les fesses fonctionne très bien. Et donc, il repart dans un autre cycle. Il se bouge un peu, mais il repart dans un autre cycle. Donc, la journée, je pourrais refaire la même chose. Oui, la journée, on peut faire la même chose. Voilà. Sauf que la nuit, il est aidé par la mélatonine. Donc la nuit, c'est plus facile à faire que la journée, parce que la journée, il n'y a pas la mélatonine qui vient l'aider à s'endormir. Ok. D'accord? En fait, la mélatonine, c'est comme si... c'est pas un somnifère, mais c'est comme si, en tout cas, c'est un truc qui, dans votre corps, vous permet de dormir. Et la journée, on l'a Comme pas. nous, adultes, on dort plus Voilà. facilement la nuit que la journée. Exactement. Donc la journée, c'est plus difficile. Donc la journée, à part de la persévérance, et essayer d'être régulier, essayer de lui réexpliquer, de lui donner cette habitude de dormir sur des créneaux horaires. Et aujourd'hui, ça va marcher, demain, ça ne marchera pas. Et puis voilà, de fêter chaque petite victoire jusqu'à ce qu'il soit plus grand et qu'il arrive à le faire de manière plus régulière. Ok. Voilà. Merci.
Alors, merci Marion. Alors, on est arrivé au bout de ce webinaire. Il est 13h30. On va juste partager un petit témoignage d'Aliénor qui est avec nous, qui nous dit que tu l'as accompagnée pour le sommeil de son bébé de 5 mois à l'été et que ta méthode d'écoute des pleurs a été très efficace. Qu'il a fallu Merci. s'accrocher quelques jours, mais qu'aujourd'hui, toute la famille s'en porte mieux. Et elle redit ce que tu disais sur le cadeau, en fait, de se dire que donner un bon sommeil à nos enfants, c'est un cadeau qu'on leur fait pour toute la vie. En fait, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à nous accrocher, à persévérer, comme tu disais, à être patient. Donc, merci à toi, Aliénor, pour ce témoignage. Et on vous remercie à tous pour votre présence, votre participation, vos questions. On vous enverra un petit mail avec le lien du replay et n'hésitez pas donc à reprendre contact avec Marion par la suite si vous avez besoin d'un accompagnement. Et si vous avez aussi des sujets de webinaire, d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas aussi à nous les envoyer. Vous aussi, vous pouvez nous suivre sur les réseaux. On vous enverra nos liens d'Instagram, de LinkedIn sur lesquels on peut continuer à échanger. Voilà. Si vous avez des jeunes parents aussi en mobilité, n'hésitez pas à leur parler de nous. On sera ravis d'élargir notre carnet d'adresses. Donc, merci mille fois, Marion. C'était vraiment passionnant. Et Merci beaucoup merci. d'avoir accueilli aussi. Merci. Et on vous souhaite à tous un bon sommeil, à vous et à vos petits. Et on vous dit à bientôt. Merci. Bonne journée. Voilà. Au revoir. Merci, bonne journée.